Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, comment habiter son énergie au quotidien. Pas seulement comprendre la spiritualité, mais la vivre et l'incarner. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec Niki, avec qui on va explorer ensemble la présence, la stabilité intérieure et surtout la discipline. Avant de commencer, je vais laisser Niki se présenter rapidement. Bonjour, alors je m'appelle Nikaise, Niki pour les intimes. Je suis accompagnatrice à la connaissance de soi. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je rappelle et je reprécise, elle est accompagnatrice chez Kerenity Saveur. Oui, c'est ça, hein. Saveur Saveur sacrée, sacrée de la vie. c'est ça, de la vie, c'est ça. Donc, c'est important de rappeler ça. De toutes les manières, un lien sera mis en biographie pour les personnes les plus curieuses parce qu'elle a pas mal de choses à nous dire. L'objectif de cet épisode, là, ça c'est le premier épisode où j'ai des invités. Comment ça se passe? L'idée, c'est de discuter, de poser des questions qui peuvent aider parmi vous qui écoutez le podcast Le Chemin de l'âme. L'idée, c'est vraiment d'apporter des réponses. Et là, l'idée aussi, c'est de présenter notamment une des personnes avec qui j'ai discuté, une des personnes que j'ai pu accompagner aussi, vraiment ce côté humain réaliste pour que vous puissiez comprendre aussi de votre côté que on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont de quoi partager en termes d'expérience. Donc, pour commencer, on va parler d'abord de ce que c'est que l'énergie. Comment comprendre son énergie. Donc, je vais te poser quelques questions et l'idée, c'est que tu puisses apporter ton point de vue et on verra par la suite comment est-ce que la conversation peut se passer. Ça te va, Niki? Ouais, super. Parfait. Alors, pour commencer, quand on parle d'habiter son énergie, ça veut dire quoi concrètement pour toi? Alors, pour moi, habiter son énergie, c'est reconnaître, embrasser tout ce qu'englobe ma fréquence dans ce monde. À savoir littéralement les forces en action qui me composent depuis ma conception et qui évoluent au fil des années. C'est-à-dire que pour moi, l'énergie, elle est dans chaque molécule de mon corps et elle vibre en fait. Voilà. Super, oh, c'est très intéressant, très très intéressant. On va poursuivre. Alors, comment une personne peut savoir qu'elle n'est pas dans son énergie? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut être sûr que là, je suis dans mon énergie, là, je ne suis pas dans mon énergie? Alors, elle peut le savoir, hein, comme elle peut ne pas le savoir, tout dépend de son niveau de conscience. En général, selon moi, c'est dans la douleur ou dans la souffrance qu'on finit par constater qu'on s'est éloigné de soi et qu'on perd son énergie à suivre telle ou telle route. Donc, en fait, pour moi, c'est le retour à soi qui permet de mettre le doigt dessus, en fait. Hmm. Et donc, quels sont les signes d'un désalignement au quotidien, par exemple? Est-ce que tu as des exemples concrets à donner pour que justement les personnes puissent vraiment comprendre comment est-ce que ça se passe? Ça peut être des habitudes qui sont non efficientes, un environnement qui accentue cette perte d'énergie, ou bien des relations épuisantes où on va s'évertuer à chercher de meilleurs résultats sans regarder la cause, sans se recentrer. Souvent, je dis au groupe que j'ai pu accompagner que c'est l'identification qui permet la modification. En d'autres termes, les signes peuvent être se sentir perdu, fatigué, ou au contraire agité, dispersé, où on perd son énergie à faire 36 000 choses, comme souvent j'ai pu le voir. Ok, d'accord. Ce qui fait que si par exemple une personne elle est fatiguée, vaut mieux qu'elle puisse se questionner si sa fatigue elle est liée aux énergies ou c'est juste une fatigue corporelle ou bien il y a autre chose à voir dans ce genre de cas par exemple lié à la fatigue parce que c'est vrai que la fatigue ça peut être compliqué. Bah, je dirais que c'est un peu tout ça. Il faut vraiment qu'elle prenne le temps déjà de le remarquer, hein, parce que des fois, c'est plutôt
personnes extérieures qui vont nous faire remarquer qu'on a l'air fatigué et on va dire ah non, non, je suis pas fatigué. Ou alors tu te disperses dans plein de choses, peut-être que tu devrais te recentrer, des fois les proches, et on va pas s'en rendre compte, mais le corps, comme le professionnel, peut nous donner des signes en fait, des signes d'alerte. Mmh. Ce qui fait qu'on revient au point suivant qui est la présence, le fait de revenir à soi. Ce qui fait que moi, la question que j'aurais, c'est pourquoi c'est devenu si difficile aujourd'hui d'être présent à soi? Pourquoi? Euh, en fait, le monde dans lequel on vit participe à une sorte de quête d'être meilleur tout le temps pour un lendemain, sans comprendre ce qui a déjà été par le passé et encore moins regarder ce qui est maintenant. Donc si on est toujours en train de courir derrière quelque chose ou alors la meilleure version de soi, moi j'aime pas du tout cette phrase, bah comment on fait pour se poser et regarder dans le présent, être conscient dans le présent? Mmh. OK. C'est assez marrant parce qu'au final, la question suivante, c'est une suite logique, mais qu'est-ce qui nous déconnecte le plus selon toi, de ton point de vue, de ce que tu as pu observer, que ce soit par rapport à toi, que ce soit par rapport à tes proches, que ce soit par rapport aux personnes que tu as pu accompagner? Qu'est-ce qui nous déconnecte le plus? Bah, c'est la pression sociale et le rythme que l'on autorise souvent de façon inconsciente hein, tout au long de la journée. On a un rythme que qu'on a par habitude. Pourtant, l'impact d'autrui ne devrait pas nous empêcher d'être nous-mêmes, nous empêcher de revenir à soi et de faire ce que l'on aime. Mais il y a tellement de choses extérieures, donc souvent c'est l'environnement et la pression sociale. C'est ce que j'ai pu constater en majorité. Mmh, OK, et comment revenir à soi quand on se sent dispersé alors? Comment est-ce qu'on peut faire? Ah, ça c'est super difficile à faire, dans le sens où il faut ressentir dans son corps et constater à quel point le flot de pensée dans notre tête est bien trop important. Et des fois, on n'écoute pas le corps, alors que le corps nous, nous fait s'arrêter finalement. C'est comme si la pause, elle s'impose. Et il faut qu'il y ait un tri nécessaire. Donc en vrai, il faut ressentir dans son corps. D'accord. Donc ça veut dire que est-ce que, la présence, elle s'apprend ou alors elle se t retrouve ou alors elle se trouve? Selon toi, comment Ça est-ce qu'on peut peut être faire les dans ce genre trois, de cas? ça dépend pour qui. Certaines D'accord. personnes n'ont jusqu'à revenir à ce qu'elles étaient auparavant, et il y en a d'autres qui n'ont jamais été dans le moment présent, et donc qui ont besoin d'apprendre à s'arrêter justement, parce qu'elles ont sans OK. doute oublié que quand elles étaient un petit bébé, ben, elles n'étaient pas en train de se soucier de X ou Y chose en fait. C'est les soucis et les OK. aléas de la vie malheureusement. OK, je comprends. Et si tu devais donner un exercice simple, par exemple, pour revenir dans le moment présent, ce serait quoi pour une personne, par exemple, qui ne sait pas du tout par quoi commencer, ni par quoi terminer? Ça serait quoi en termes d'exercice simple, Ben, qui demande pas trop d'efforts? c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire lorsqu'on est enfant, on s'émerveille de tout. Et les priorités du présent sont évidentes, même si elles ne dépendent pas de nous forcément, puisqu'on a des parents. Mais on oublie qu'être adulte nous rend responsables de cette perte du moment présent. Mais on peut retrouver cette authenticité et cesser de se raconter des mensonges. D'ailleurs, c'est une source de souffrance et non pas de douleur, mais on fait que ressasser. Donc maintenant, il peut y avoir des blessures liées à cette période ou des traumas de la vie, etc. Mais on apprend à sortir du déni où le corps sait, mais on se persuade que tout va bien. Donc on continue sans rien modifier, ni même on ne sait pas comment faire. Alors que si on se rappelle, un peu comme les gosses en fait, à s'émerveiller des petites choses, des petits moments de la vie, s'arrêter et se rappeler ça, comme les enfants. Il faudrait observer les enfants en fait. OK. Donc l'exercice simple serait d'observer les enfants et d'essayer de se souvenir du mieux qu'on peut lorsqu'on Voilà. était enfant, de ce qu'on faisait de façon, vraiment innocente, Au-delà de quoi. tout ce qu'on aurait pu vivre, les meilleurs moments où on était insouciant, où on pouvait observer la vie, quoi. OK, d'accord. OK, je comprends très bien. Vous qui nous écoutez, toi qui nous écoutes même, je dirais, peut-être que c'est un exercice que tu devrais essayer pour voir parce qu'après, on parle justement de stabilité émotionnelle et énergétique. Moi, je te poserais comme question: comment construire
une stabilité intérieure dans un monde instable? Parce que c'est ce qu'on se dit depuis le début. Depuis le début, on échange sur le fait qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, il y a trop de distractions, le rythme de la vie, etc. Comment construire une stabilité intérieure dans un monde instable? Comment faire? Ben, déjà, simplement, je dirais mettre des mots sur ce qu'on traverse, sur le chaos qu'on peut ressentir. Déjà, mettre des mots. Ressentir dans sa chair le siège de nos émotions, puisqu'en fait, ce sont des informations du cerveau sur ce qu'on est en train de vivre. Souvent, on parle de mal-être du moment, etc. Mais en fait, c'est des informations du cerveau qui sont drivées par nos émotions. Et parfois, ça dure depuis bien trop longtemps. Donc, arrêter d'être focus sur les faits et les circonstances de la vie qui sont là tous les matins, quoi qu'il arrive. De toute façon, ça bouge pas. Il y a toujours les nouvelles extérieures. Mais si on peut déjà mettre des mots, ressentir vraiment euh, et dire au jour le jour ou à l'instant T où on en a conscience ce que l'on ressent, c'est déjà pas mal de pouvoir poser des mots là-dessus. Hmm. Mais est-ce que la stabilité veut dire ne plus ressentir d'émotions fortes, par exemple? Ben non, toutes les émotions sont cruciales, puisqu'elles indiquent ce sur quoi je dois m'attarder justement pour comprendre et savoir qui je suis, que ce soit positif ou négatif. Il faut pouvoir identifier les mécanismes présents, parce que c'est littéralement une agitation qui s'installe. Ignorer la moindre émotion, c'est ne pas savoir pourquoi elles sont là, quel message j'ai reçu de telle ou telle émotion, donc quel message j'ai reçu de moi-même sur tel ou tel événement, et quelle valeur profonde m'habite et qu'est-ce que je n'ai pas pu honorer ou quelle limite a pu être franchie, et c'est OK. L'important, c'est de ne pas faire de distinguo si c'est positif ou négatif. Parce que les parts de sombre, comme les parts de lumière, souvent je dis ça dans les accompagnements, ben, on doit pouvoir les regarder en face en fait. On ne peut pas le nier. En tout cas, il ne vaudrait pas. Il vaudrait mieux pas. Ok, ok, je comprends. Ce qui fait que même avec les autres, parce que par exemple, si on est dans un environnement qui est peut-être dense, comment justement est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour ne pas être impacté par l'énergie des autres? Parce que ça aussi, ça reste une forme d'énergie qui vient des autres. Comment est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas, si il ne vaut mieux pas ignorer toutes ces émotions qui viennent à nous? Ben, savoir quelle énergie m'habite et lesquelles je veux ou non m'aide à mieux interagir avec autrui pour me respecter déjà, m'estimer, et ça me permet de choisir avec soin mon entourage et de laisser ce qui ne me convient pas pour éviter une contamination énergétique qui ne serait pas voulue justement. Donc mieux me comprendre améliore mes interactions avec autrui. Ok, ok, bah ça nous emmène vers la question suivante, justement. Quelle est la différence entre être sensible, si ce n'est hypersensible pour certaines personnes, et être envahi? En tout cas, de ta lecture, comment est-ce que tu pourrais définir ça? Parce que là, de ce que tu as donné comme réponse depuis tout à l'heure par rapport à la partie stabilité émotionnelle et énergétique, il y a vraiment cet aspect de sensibilité, d'hypersensibilité et pourquoi pas d'envahissement. Mais comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ces trois expériences-là? Bon, bah, ça tombe bien puisque je suis hypersensible. Alors justement, être sensible pour moi, c'est beaucoup de stimuli au quotidien, avec une capacité d'attention maximale. C'est comme si on était envahi. Et quand on est envahi, c'est un peu subir toute cette réceptivité sans rien dire ni se protéger et avoir des habitudes qui ne nous sied pas en fait à notre personnalité de sensible. Donc être sensible, c'est beaucoup de stimuli. Donc il faut pouvoir se protéger. Ok. Et moi, j'ai une question assez spécifique. Après, c'est à toi de voir comment est-ce que tu pourrais y répondre. Est-ce que Mhm. tu as déjà vécu une période où tu étais complètement désaligné et qu'est-ce qui t'a aidé? Parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes. Tu as parlé d'hypersensibilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus hypersensibles. Plus les années passent, plus les enfants, justement, on note justement toutes ces problématiques-là qui n'arrêtent pas de nous envahir, hein, c'est ainsi dire. Comment est-ce que toi, tu as pu vivre ce type d'expérience où tu étais éventuellement complètement désaligné et comment est-ce que tu as fait pour, pourquoi pas, t'en sortir par la suite? Ben, moi, j'ai mis en place des routines ou si on préfère une discipline parce que ça me permet
Le truc, c'est que la discipline, elle donne une dimension de persévérance et du pourquoi on agit, parce que la motivation, ça se perd au fil du temps, malheureusement. Donc, les habitudes choisies, auxquelles euh, on ne va pas déroger, hein, forcément, c'est plus impactant au final. Donc, moi, j'ai mis en place des routines qui me permettent euh, de mieux vivre au quotidien, je dirais. Ok. Mais c'est quoi mieux vivre au quotidien? Comment est-ce qu'une personne, elle pourrait, est-ce que tu as un, deux, trois conseils à donner pour mieux vivre au quotidien, pour faciliter aussi ce que d'autres personnes qui ne savent pas forcément quoi faire pour pouvoir copier-coller, si on peut faire ça comme ça, si c'est possible. Tu peux répéter la question? Tu as parlé du fait de mieux vivre. C'est quoi mieux vivre pour toi? C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais pour mieux vivre? Parce que pour toi, c'est simple, je pense, de mieux vivre. Mais une personne qui ne sait pas, qui n'a jamais fait ça, comment est-ce qu'elle peut mieux vivre avec deux, trois conseils simples, par exemple? Moi, je dirais qu'il faut lâcher prise. Alors, ça a été très difficile pour moi, par exemple, parce que par rapport à ça, j'ai développé une capacité de contrôle, en fait. Et il faudrait lâcher prise. Enfin, je parle de ce que je connais. Donc, quand on lâche prise, on laisse couler le flot de la vie en soi, et donc il n'y a plus de résistance. Et ça nous permet d'avoir une adaptation saine plutôt qu'une suradaptation ou autre. Et ça nous permet aussi de pouvoir vivre des choses nouvelles, ce qui nous permet aussi d'avoir plus confiance en nous. Donc je dirais lâcher prise euh, pour, pour des personnes qui pourraient, euh, pour, on va dire, pallier à ça, être dans le contrôle, mais trop dans le contrôle, justement. Ok, très bien. Oui, c'est intéressant. Et justement, tu as parlé précédemment de discipline. Et donc là, on aborde la partie discipline antérieure. On parle souvent de discipline, mais honnêtement, ça peut faire peur. Ça, c'est une réalité. Comment est-ce que tu définirais réellement ce mot, le mot discipline? Pour toi, c'est quoi la définition simple de ce mot? Euh, la discipline, c'est avoir des habitudes saines. Faut pas vraiment le voir comme une contrainte. C'est juste que qu'il pleuve ou qu'il grêle, tu fais ce à quoi tu t'es fixé comme objectif. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la motivation, ça s'en va au fil du temps. Alors que la discipline, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se reposer parce qu'on a accepté de mettre ça dans nos habitudes, en fait. Hmm. Ok. Et quelle est la différence entre la discipline et le contrôle, par exemple, pour que les gens aussi puissent comprendre un peu la nuance? Ben justement, j'en parlais tout à l'heure par rapport à moi, c'est-à-dire le contrôle empêche d'être dans le moment présent. Et pour être dans le moment présent, ben, il faut pouvoir lâcher prise. Et je sais que c'est pas évident à faire, mais c'est nécessaire parce que ça évite qu'il y ait une résistance intérieure en fait. Parce que le mental va résister au fait de faire une pause, à toujours nous donner des idées et des pensées dans la tête, alors qu'il faut vraiment s'arrêter, un peu comme les enfants, on y revient, et profiter du moment présent. Et Hmm. arrêter Ok. d'être hier, d'hier ou demain, quoi. Ok, d'accord. Ce qui fait que si je comprends bien, par exemple, en termes d'habitudes simples qui peuvent permettre d'être aligné, il faut vraiment être concentré sur soi-même de façon un peu plus posée, moins se poser des questions, moins vouloir avoir du contrôle. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui change dans une vie quand quelqu'un devient vraiment discipliné énergétiquement parlant? Est-ce que tu as, je sais pas, des exemples, des anecdotes à nous donner pour qu'on puisse comprendre aussi comment est-ce que ça se passe si tu dois comparer la Niki d'il y a 10 ans, par exemple, et celle d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie, par exemple, quoi? À partir du moment où j'ai pu mettre tout ça en place, Mhm. C'est-à-dire, si tu te compares, par exemple, aujourd'hui par rapport il y a 10 ans, par rapport en 2016, là on est en 2026, si tu dois te comparer la Niki de 2016, quelles sont les différences que tu as pu observer par rapport à cette discipline énergétique que tu as pu avoir? aujourd'hui, je dirais que je m'écoute plus. Et s'écouter, ça peut très bien être ne rien faire du tout, hein. Se retrouver dans son corps, dans une activité qui nous plaît, hein. Ça peut être une activité sportive,
J'écris aussi sur mes préoccupations pour y voir plus clair. Je me ressource dans des loisirs qui me sont propres. Je crois qu'il faut avoir un exutoire, quoi qu'il arrive. Et si on n'arrive pas à s'y retrouver parce qu'on n'a jamais exercé le fait de se poser, ben, il faut s'autoriser à demander de l'aide parce que souvent, on n'a pas envie de demander de l'aide. Ok, très bien. Donc, ce qui a changé, c'est que je m'écoute vraiment beaucoup plus qu'avant. Ok, parfait. C'est vrai qu'en fait, le focus, c'est de s'écouter. Plus on va s'écouter, plus bah, les choses viendront à nous et donc plus on prendra des décisions un peu plus réalistes par rapport à ce qu'on vit au présent. Donc, en gros, l'instant T à chaque fois, quoi. C'est ça. Et non Ok. pas courir derrière une meilleure version de soi qui arriverait demain ou dans 6 ans. Très intéressant ça, et ça revient justement à la question d'après. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sait mais qui n'arrive pas à appliquer? C'est-à-dire, par exemple, il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce genre de cas, qui ont passé plusieurs étapes, qui sont plus ou moins dans une discipline énergétique, mais malheureusement, parfois, elles chutent. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans ce cas, qui a déjà des connaissances, mais qui n'arrive pas à appliquer? C'est-à-dire, elle va avoir, par exemple, une constance de quelques jours, de quelques semaines, et après reblotte. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Ben, moi, ça m'a permis d'atteindre mes objectifs et de mettre de nouvelles habitudes dont je suis fière. Donc, je dirais à cette personne qu'il faudrait qu'elle ait ses propres mantras liés à son expérience propre. Moi, je dis souvent, enfin depuis toute petite, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est une petite citation que j'ai depuis le collège. Et concrètement, c'est la pratique qui permet la connaissance, en fait. Enfin, la plus loin de l'essence. Sinon, ça reste une accumulation de savoir qui n'est pas vraiment expérimentée. Vraiment, la pratique est cruciale. Et puis s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui veulent la même chose que nous. Ça peut être un bon début, hein. Mais dans tous les cas, c'est un cheminement personnel et la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Parce que la Mm. théorie sans la pratique, c'est un peu une illusion. Mais chacun a son moment, en fait. C'est-à-dire, peut-être que moi, mon moment, c'était il y a quelques années, et pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais de toutes les façons, euh, si on ne change pas nos habitudes et si on ne se pose pas, ben, on n'arrête pas d'avoir des péripéties sur péripéties. Et plus on a de péripéties, plus à un moment donné, ben, on est en pause, on est en stop obligatoire, imposé même. C'est très intéressant. Et justement, là, on arrive presque à la fin de notre discussion. Si tu devais donner 3 conseils pour habiter son énergie au quotidien, ce seraient lesquels? Parce que là, on a discuté pendant au moins une dizaine, une vingtaine de minutes à peu près. C'est quoi ces 3 conseils par rapport à tout ce qui a été dit lors de cette discussion? Je dirais apprendre à se connaître, puisqu'il faut être conscient de ses intentions pour ne pas se mentir à soi-même. Donc ça requiert d'être un minimum attentif à soi. Et une fois qu'on a posé ses intentions, et on peut par la suite mieux entendre son intuition, qui est une source positive, intarissable pour tout le monde. Ça permet d'avoir une meilleure communication avec autrui, hein, d'ailleurs, de se connaître. Mieux on se connaît, mieux on est sociable et qu'on peut comprendre les autres, être plus tolérant. Et deuxièmement, je dirais qu'il faudrait se renseigner sur les différents courants d'énergie qui existent et qui circulent en nous, parce que le cœur, c'est le processus, euh, on va dire le processus propre d'où découlent nos pensées, nos paroles et nos actions. Parce que tout est énergie, donc le corps est le premier habitat énergétique. Donc on est obligé d'être attentif à ce que nous dit notre cœur plutôt que nos pensées. Parce qu'en général, les pensées et les paroles arrivent très vite parce qu'on n'écoute pas nos émotions, justement. Et Hmm. puis, troisièmement, je dirais qu'il faudrait mettre en place des habitudes, on en a déjà parlé, mais des habitudes conscientes qui nous correspondent, qui ne correspondent pas forcément aux voisins, mais qui nous sont propres, c'est-à-dire du Mhm. basique au plus spécifique. Ça peut être Hmm. des trucs simples, manger en conscience, de vrais aliments, par exemple, c'est une habitude comme une autre, hein. Ça permet la stabilité des émotions, d'ailleurs, au Mhm. passage, et la clarté de l'intuition et de l'environnement. C'est sous-côté, hein, l'alimentation, mine de rien. Donc, mettre en place des habitudes. Donc, je récapitule, apprendre à se connaître,
Ensuite, Mmh. se renseigner un minimum parce que la connaissance, c'est quand même pas rien, connaissance plus pratique. Et ensuite, bah, la pratique, c'est de mettre en place des habitudes conscientes, pas des habitudes Mmh. inconscientes. Parce que des fois, les habitudes inconscientes, c'est juste suggéré par la famille, les amis, l'environnement, quand on s'écoute pas. Totalement. Bah, merci à toi. Moi, je dirais, en gros, pour conclure, les 3 mots seraient connaissance. Ah non, ce serait oui, c'est ça, connaissance de soi, connaissance de son environnement et pratique de son environnement. Voilà, c'est ça, C'est hein. tout à fait ça. Tout OK, à fait. parfait, parfait. Pour clôturer, justement, là, on a parlé d'énergie, on a parlé d'alignement. Qu'est-ce qu'être aligné signifie vraiment pour toi aujourd'hui? Alors, en vrai, être aligné pour moi, c'est être mon propre architecte et suivre mon propre chemin. C'est-à-dire avoir l'ordre qui me convient selon ma vérité, être équilibré. C'est-à-dire donc ça veut dire savoir réceptionner mes émotions, hein, on y revient, et créer des liens sincères. Savoir comment retrouver ma paix quoi qu'il arrive. Et puis, je dirais que tout ça, c'est ma définition du bonheur, hein, c'est mon harmonie à moi. C'est très beau, c'est très, très beau. Bah, merci à toi, Niki, pour cet échange. Toi qui nous écoutes, si tu retiens une chose aujourd'hui, c'est que ton énergie est justement ta responsabilité. Et donc, plus tu l'habites, plus ta vie est censée devenir claire. Donc, on espère que cet épisode a pu Exactement. t'apporter les réponses à tes questions. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour clôturer cette discussion, Niki. Non, tu as tout dit, c'est parfait. Ah ben parfait. Bah, merci. On espère à la Merci à toi. prochaine, pour ceux qui vont nous réécouter. Si cet épisode a résonné en toi, si certaines paroles ont touché quelque chose d'intime, sache que ce chemin ne se parcourt pas seul. Je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp Alam Experience, un espace de partage, de transmission et de conscience où nous prolongeons ces réflexions, où les mots deviennent expérience et où les liens se tissent avec justesse. Le lien est disponible en description. Prends ce qui résonne, laisse le reste et avance à ton rythme sur ton chemin d'âme. À très bientôt pour un nouveau